Donc voilà pour ce qu'il en est de l'inhibition compétitive. Continuons un petit peu ces différentes inhibitions. Après l'inhibition compétitive, alors attendez, je me mets en affichage plein écran, voilà. Après cette inhibition compétitive, nous allons voir l'inhibition non compétitive. Alors qu'est-ce qu'on observe pour l'inhibition compétitive? Alors si vous avez le coup d'œil par rapport à tout à l'heure il y avait un seul Vmax et donc un seul Vmax sur deux. Et bien là, quand on modifie la concentration en inhibiteur, je vous rappelle que les différentes couleurs, alors attendez si je m'y prends mal, les différentes couleurs, c'est les différentes concentrations en inhibiteur. Donc plus on augmente la concentration en inhibiteur, plus on voit que les Vmax diminuent. On a un premier Vmax bleu, un Vmax rose, un Vmax rouge, un Vmax vert. Donc vous augmentez la concentration en inhibiteur et vous avez les Vmax qui diminuent. Qui dit Vmax qui diminue dit que ici j'ai mon Vmax, je vais donc à 5, donc à 2,5, tac, j'ai mon premier KM. Et puis là, j'ai un deuxième Vmax. Il est, alors je vais en prendre un plus simple peut-être, celui-ci, Vmax seconde, qui est à 2,5. 2,5 divisé par 2, ça fait 1,25. Donc 1,25, 1,25, alors c'est pour le rouge, 1,25, donc là j'ai un 1,5, 1,25, rouge, et paf, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, ici on est à Vmax rouge divisé par 2, ça nous donne Km. Et à Vmax divisé par 2, c'est-à-dire 2,5, paf, ça nous donne Km. Bah, on a l'impression en Michaelis-Menten que, effectivement, les Vmax semblent diminuer, mais bizarrement, les Km restent identiques. Donc c'est assez incroyable. Et c'est pas du tout incroyable, c'est exactement ça, l'inhibition non compétitive. Et quand on regarde en line over Burke, qu'est-ce qu'on observe? Donc là encore, comme tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dessiné, mais vous pourriez vous-même vous le dessiner sur le document. Ce que l'on observe, c'est que quand on augmente la concentration en inhibiteur, eh bien vous avez les courbes qui sont montantes, d'accord? Puisqu'on est en double inverse, si les courbes montent, ça veut dire qu'on fait une inhibition. Oui, mais quelle inhibition? Eh bien tout à l'heure, on a vu que l'inhibition compétitive, les courbes, les droites, coupaient toutes en un même point. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'elles ne coupent pas du tout en un même point. Autrement dit, Vmax varie, donc les 1 sur Vmax varient, les Vmax varient, et, chose incroyable, toutes ces droites vont se couper en un seul et unique point qui se trouve sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire vont toutes présenter un même Km. Donc, quelle que soit la concentration en inhibiteur non compétitif que vous allez rajouter, eh bien, l'enzyme présentera un Km constant. Mais elle présentera des Vmax variables, des Vmax apparents variables. D'accord? Donc, il faut savoir reconnaître ce profil Lanhauser-Burke. Quand vous voyez ça, ça veut dire que vous êtes en présence d'un inhibiteur non compétitif. Donc, le moins 1 sur Km est le même, d'où le Km est constant. Et puis, le 1 sur Vmax apparent est de plus en plus grand quand I augmente. Est-ce que c'est vrai? Donc là, j'ai la courbe bleue, j'ai mon 1 sur Vmax, et puis j'augmente la concentration de l'inhibiteur. Donc je monte, c'est la courbe rose. Et je vois que le 1 sur Vmax est plus grand. Donc 1 sur Vmax est de plus en plus grand quand I augmente, ce qui veut dire que mon Vmax est de plus en plus petit. C'est normal puisque c'est une inhibition. D'accord? Alors on va voir le profil catalytique, les équations. Alors pourquoi et comment ça marche? Eh bien, contrairement à tout à l'heure avec l'inhibiteur compétitif, vous vous rappelez, j'espère, où l'inhibiteur se fixait sur l'enzyme libre et formait un complexe EI qui ne servait à rien. Et de nouveau, l'enzyme relibérait l'inhibiteur. Eh bien, là, ici, le complexe enzyme inhibiteur peut, à son tour, fixer quoi? Il peut, à son tour, fixer le substrat. Chose incroyable. Et on se retrouve avec non plus un complexe binaire, mais un complexe ternaire, ESI. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que l'enzyme ayant fixé son substrat fait le complexe binaire, le complexe enzyme-substrat, qui lui aussi peut fixer l'inhibiteur pour former ce complexe ternaire. Donc en fait, ici, vous avez un espèce de cercle où l'inhibiteur peut se balader. L'inhibiteur se fixe soit sur l'enzyme libre, soit sur le complexe enzyme-substrat. Et donc, forcément, eh bien, il va faire perdre du temps à l'enzyme. Voilà. Et au final, l'enzyme a toujours le même Km, présente apparemment toujours le même Km, mais en tout cas elle perd du temps, donc le Vmax va bouger. Au niveau tridimensionnel, qu'est-ce qui se passe? C'est tout à fait différent du modèle de l'inhibiteur compétitif, parce que si là vous avez votre substrat, eh bien voilà où va aller votre inhibiteur non compétitif. C'est très important.
Dans une inhibition non compétitive, l'inhibiteur va ailleurs. Il va ailleurs qu'au niveau du site actif. Il a son propre site. On parle d'un site allostérique. Allo veut dire ailleurs. C'est-à-dire quand vous communiquez sur un autre endroit. D'accord? Donc on parle d'un site allostérique et on est amené aussi à parler d'enzymes allostériques. On en reparlera un peu plus en détail tout à l'heure. D'accord? Donc les inhibiteurs non compétitifs se comportent comme des effecteurs allostériques, c'est-à-dire que ce sont des effecteurs qui agissent ailleurs que sur le site actif. D'accord? Ils agissent ailleurs, donc allo, dans l'espace par rapport au site actif, et ils affectent la conformation de l'enzyme, donc l'activité diminue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand l'inhibiteur va se fixer derrière l'enzyme, eh bien il va la gêner. Il va la gêner aux entournures. C'est comme si il venait bloquer un engrenage et que ça modifiait l'activité de l'enzyme. D'accord? Donc en se fixant, l'inhibiteur va modifier un petit peu cette enzyme. On parle d'un site allostérique. Là encore, on a des constantes d'inhibition. Alors, on en a plusieurs, vous avez compris. On aura un KI qui sera le rapport des K petit i et K moins i. Donc, grand KI égale KI sur K moins i, c'est égal EI divisé par EI. Et puis, on aura une autre constante de dissociation, enfin une constante d'inhibition spécifique qu'on appellera un KIS, qui sera le rapport des K petit is sur K moins is, c'est-à-dire ES fois I sur ESI. Et de nouveau, on retrouve cette formule. Donc cette formule-là est très importante, il faut la connaître par cœur. Comme je vous l'ai dit, ce que l'on observe, c'est que les Vmax diminuent. Donc si les Vmax diminuent, c'est-à-dire que le Vmax apparent est égal à Vmax divisé par quelque chose qui est plus grand que 1. Autrement dit, le Vmax va diminuer. C'est ce qu'on observe en Michaelis et en Lineweaver-Burke. Et quel est le facteur diminuant? Eh bien, le facteur, c'est le même facteur qu'on a vu tout à l'heure pour l'inhibition compétitive. C'est-à-dire c'est 1 plus I divisé par la constante d'inhibition. À ce moment-là, pour le coup, la constante d'inhibition, ce sera KIS. D'accord? Ce KIS étant défini par cette constante de dissociation sur le complexe ternaire ESI. Donc ES fois I sur ESI. D'accord? Et là encore, on pourrait vous demander, en vous donnant les données expérimentales, à partir d'un Michaelis-Menten ou d'un Lineweaver-Burke, vous arriviez à obtenir le Vmax, puis le Vmax', on vous donnerait la concentration de l'inhibiteur et on vous demanderait quelle est la constante d'inhibition. Et vous diriez, la constante d'inhibition est égale à, il faudrait tirer la constante d'inhibition de cette équation. Donc cette équation-là est à connaître par cœur. C'est tout ce que je voulais vous dire au niveau de cette inhibition non compétitive. Troisième type d'inhibition, l'inhibition incompétitive. Donc voilà un mot assez bizarre, mais il faut bien le connaître, hein, inhibition incompétitive, et vous allez voir, c'est formidable. Le Lineweaver-Burke, la tête qu'il a est absolument formidable. Alors, commençons par regarder le Michaelis-Menten. Le Michaelis-Menten paraît complètement farfelu et complexe, puisque vous avez à la fois les Vmax qui varient et les Km. Alors là, on se dit qu'on est complètement perdu. Mais c'est beaucoup plus simple que ça en réalité, parce que quand on passe en Lineweaver-Burke, voilà ce que l'on observe, quelque chose d'assez fabuleux. Voilà la représentation Lineweaver-Burke, c'est-à-dire que quand vous augmentez la concentration, je vous rappelle que c'est vers le haut, quand vous augmentez la concentration de l'inhibiteur, eh bien pour le coup, nous n'avons plus des droites qui se coupent en un même point, soit en Vmax, soit en Km, mais là, pour le coup, quand vous êtes sur une inhibition incompétitive, vous avez des droites parallèles. Donc c'est absolument fabuleux. C'est-à-dire que vous avez à la fois Vmax et Km qui sont modifiées en fonction des concentrations d'inhibiteurs incompétitifs. Donc elles sont modifiées, mais de manière proportionnelle. Le Vmax et le Km sont modifiés de manière proportionnelle, ce qui aboutit à former en Lineweaver-Burke cette figure magnifique de droite parallèle. Alors, le schéma catalytique, voilà à quoi il ressemble. Cette fois-ci, alors ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu pour le non compétitif. Cette fois-ci, l'inhibiteur va venir se fixer, faire un complexe ternaire en se fixant uniquement sur le complexe binaire, c'est-à-dire complexe enzyme-substrat. L'inhibiteur se fixe et forme un complexe ternaire, mais ce complexe ternaire est inactif. D'accord? Il ne produit pas de produit. Donc,
il y a un retour au complexe binaire, et ensuite on forme à nouveau le produit. D'accord? Donc vous avez Vmax et Km qui diminuent d'un même facteur, et j'espère que vous reconnaissez ce facteur diminuant, 1 plus I sur KI, tous les deux vont diminuer. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir Vmax' égale Vmax divisé par 1 plus I sur KIS, et le Km' est égal à Km divisé par 1 plus I sur KIS. Alors, j'aimerais que vous compreniez bien une chose d'assez incroyable. Ici, le Vmax' diminue. Ça veut dire qu'on est bien en présence d'un inhibiteur. D'accord? Ça ressemble à quoi un Vmax qui diminue? Eh bien, le Vmax qui diminue, je vous le remets un petit peu plus haut, on va aller voir ça. Ici, inhibition compétitive, ce qu'on avait vu, c'est que les Vmax ne variaient pas, inhibition compétitive. Inhibition non compétitive, on voit que les Vmax diminuent. Donc on pourrait se dire, je reviens ici, paf, on pourrait se dire, ah bah tiens, on a le Vmax qui diminue, c'est une inhibition non compétitive. Et puis on a aussi, bizarrement, on a aussi le Km qui diminue. D'accord? Le Km qui diminue, et ça, c'est typique. Qui dit Km qui diminue dit que, comment dire, l'enzyme a apparemment une affinité qui augmente pour son substrat. Donc c'est assez particulier. Donc l'affinité apparente de l'enzyme pour le substrat augmente. Donc c'est ça qui est assez incroyable. Alors comment ça se passe? Eh bien, en réalité, donc là vous avez le site de l'inhibiteur incompétitif. Ici vous avez le site de l'enzyme pour son substrat. Le substrat peut se fixer à son enzyme, il n'y a pas de problème. Mais quand l'inhibiteur est présent, eh bien, il va augmenter l'affinité, une affinité apparente, hein, il va augmenter l'affinité de l'enzyme pour son substrat. D'accord? Donc ça change la configuration quand l'inhibiteur est présent, cela change la configuration ici de l'enzyme. Donc c'est ça qui est particulier. D'accord? Donc on parlera d'inhibition incompétitive. Bon, ce qu'il faut essentiellement savoir sur ce type d'inhibition, c'est cette figure de Lineweaver-Burk, des figures parallèles, et savoir aussi que dans les deux cas, les Vmax et Km sont diminués par le facteur 1 plus I sur KI. C'est tout ce qu'il y a besoin de savoir sur l'inhibition incompétitive. Quatrième type d'inhibition, on va voir une inhibition par excès de substrat. C'est-à-dire que là, l'inhibiteur, c'est le substrat. Alors vous allez me dire, bon bah le prof, il est complètement devenu fou. Comment c'est possible que le substrat devienne inhibiteur? Puisque justement, a priori, l'enzyme a besoin de son substrat. Eh bien, regardez, vous avez ici une courbe type Michaelis-Menten, c'est-à-dire que nous avons le Vmax, enfin la vitesse, pardon, en fonction de la concentration en substrat. Ça, c'est du Michaelis-Menten. Et puis ça augmente comme une hyperbole. Ça, c'est la courbe attendue. Et en réalité, ce qui va se passer, c'est que tout à coup, ça va chuter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à une concentration bien précise en substrat, eh bien, bizarrement, tout à coup, la vitesse chute. Alors, comment ça fonctionne au niveau catalytique? Voilà comment ça fonctionne. Le substrat est amené à se fixer lui-même sur le complexe enzyme-substrat. Vous allez me dire, c'est pas possible. Si le substrat est déjà sur son site, comment il pourrait se fixer à nouveau sur son site? Alors, comprenez bien que si jamais il y arrive, ça veut dire qu'il forme un complexe ternaire. Ce système ternaire, ici, ce complexe ternaire n'étant pas productif, c'est-à-dire ne produisant pas la molécule P, eh bien, ça va ralentir. Et donc, vous allez avoir une chute de l'activité. Alors, comment c'est possible que le substrat se fixe sur le complexe binaire? Eh bien, voilà comment c'est possible. Ici, vous est représenté le site catalytique d'une enzyme, et c'est l'enzyme dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une phosphodiestérase. C'est une enzyme qui va... alors, c'est pas la phosphodiestérase, pardon, c'est une estérase, c'est l'acétylcholine estérase, pardon. Cette molécule-là, qui est représentée ici, c'est la choline. L'acétylcholine, pardon. L'acétylcholine, c'est un neuromédiateur. Alors, on a déjà vu ça, cette molécule, l'acétylcholine, en travaux dirigés sur les acides aminés. Ici, vous avez CH3, C-O, O, et etc. Reconnaissez ici, CH3, C-O, c'est un groupement acétyl. C'est un acétate avec ici un ester, donc R, C-O,
OR', donc c'est un ester. Donc on a la possibilité d'hydrolyser cet ester, c'est ce que fait ici une partie du site catalytique, justement une poche du site catalytique a une activité estérasique, c'est-à-dire qu'il va venir couper la liaison ester qui est là. Et puis dans le site catalytique, on a une poche de reconnaissance qui, elle, va reconnaître cette zone particulière, cette amine qui est triméthylée et qui a une charge positive. Alors, puisqu'elle a une charge positive, il faut une partie du site actif qui, lui, a une charge négative. C'est ce que fait ce site qui est un site anionique. En temps normal, le substrat, qui est l'acétylcholine, vient donc se fixer de cette manière tout du long. Il met sa tête chargée positivement dans le site anionique et il met son groupement acétate dans le site estérasique. Voilà comment se fixe le substrat quand il est en faible quantité. Mais, qu'est-ce qui se passe? Parfois, le substrat est en trop forte quantité. Et quand il est en trop forte quantité, eh bien, il se trompe. Le substrat se fixe en partie sur le site anionique avec sa tête chargée positivement. Et un autre substrat, avec son groupement acétate, vient se fixer sur le site estérasique. Et vous le comprenez bien, j'espère, c'est que dans cette configuration où il y a deux substrats, eh bien, on ne peut pas cliver ici l'ester, on ne peut pas cliver l'acétylcholine. Donc, absolument, ce complexe ternaire ici, c'est-à-dire enzyme plus deux substrats, ne pourra pas être productif. D'accord? Et ça aboutira assurément à ce profil cinétique, à savoir en faible concentration de substrat, on produit la molécule du produit. Donc, on a une vitesse qui augmente, mais quand il y a trop de substrat, on a une vitesse qui descend. Alors, en quoi c'est hyper intéressant? Eh bien, c'est hyper intéressant pour cette enzyme qui va agir, une enzyme particulière qui est l'acétylcholinestérase. Alors, ici, vous avez une représentation de ce qu'on appelle la synapse. La synapse, c'est de la communication nerveuse. Vous avez un neurone, et puis vous avez un espace entre deux neurones, et cet espace, en fait, ne permet pas à un potentiel d'action de passer. Donc l'électricité ne peut pas passer. C'est pourquoi les neurones vont communiquer entre eux par des neuromédiateurs. Ils vont libérer des neuromédiateurs. Ici, les neuromédiateurs sont dans les vésicules. Les vésicules vont fusionner avec la membrane. Les neuromédiateurs, l'acétylcholine est libérée. Et elle a son récepteur à acétylcholine qui est présent sur le neurone récepteur. Bon. Bien évidemment, vous comprenez que si jamais ce neuromédiateur reste dans cette fente synaptique, dans cette gouttière synaptique, eh bien, ça veut dire qu'il y aura toujours activation. Et par exemple, si on est dans une jonction neuromusculaire, c'est-à-dire un nerf qui active un muscle, ça veut dire que votre muscle va rester contracté trop longtemps. C'est dangereux. Donc il faut que le neuromédiateur soit dégradé, hydrolysé. Et c'est ce que fait cette enzyme. Elle récupère l'acétylcholine qui reste dans cette gouttière et elle le dégrade. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle le dégrade en elle le dégrade en choline et acide acétique, qui sont récupérés par le neurone en amont, qui à nouveau va pouvoir faire des neuromédiateurs pour les renvoyer si nécessaire. D'accord? Bon. Et ce qui est important, c'est que cette enzyme n'agisse pas au moment de la décharge. C'est-à-dire quand il doit y avoir activation du neurone en aval. Or, au moment de la décharge, il y a beaucoup de neuromédiateurs. Donc, il ne faut surtout pas que l'enzyme agisse quand il y a beaucoup de neuromédiateurs. C'est pour ça que ce système existe. C'est-à-dire quand il y a beaucoup de neuromédiateurs, eh bien, on est dans le complexe ternaire et l'enzyme est inactive. Par contre, quand les neuromédiateurs commencent à être fixés par les récepteurs, eh bien, dans la gouttière, il va y avoir très très peu d'acétylcholine et là, l'enzyme va pouvoir jouer son rôle. Donc voilà un processus biologique formidable qui nous montre l'intérêt ici de ce type d'inhibition par excès de substrat. Autre type d'inhibition, une inhibition par excès de produit. Alors là aussi, on se demande pourquoi, mais là c'est plus compréhensif et plus logique, vous allez voir tout de suite. Il s'agit en fait d'une inhibition allostérique non compétitive. Allostérique non compétitive, alors allostérique, c'est-à-dire sur un autre site que sur le site actif. Non compétitive, bah oui, puisque c'est sur un autre site, ça veut dire qu'on n'utilise pas une molécule qui ressemble au substrat, d'accord? Donc elle est non compétitive. Donc voilà typiquement dans quel cas ça intervient dans une voie métabolique. Imaginez que vous avez un
substrat A qui est transformé en produit B par une enzyme E1. Ce produit B devient lui-même le substrat d'une enzyme E2 qui forme C, E3 qui forme D, E4 qui forme E. Et bien justement, E, non seulement c'est la molécule qui était intéressante à obtenir à la fin de la voie métabolique, mais il se trouve aussi que E est un inhibiteur non compétitif, donc un inhibiteur allostérique de la première enzyme. Et c'est génial parce que ça veut dire que si jamais cette voie métabolique fonctionne trop, elle va former beaucoup de E, et plus il y a de E, plus il y aura de chances que l'enzyme E1 soit ralentie, inhibée. C'est comme si la molécule E disait hey, vous m'avez trop formé, il serait temps d'arrêter de me former parce que je suis trop présente dans la cellule. Donc E vient inhiber de manière rétroactive. On parlera de rétro-inhibition. Donc pour ceux qui ont déjà fait du métabolisme, la deuxième année, vous connaissez ce mécanisme de régulation, de rétro-inhibition. On en voit notamment dans la glycolyse, mais pas que dans cette voie métabolique. Pour les premières années, sachez que quand vous verrez les voies métaboliques, vous verrez des rétro-inhibitions des voies. Généralement par un métabolite de fin de voie métabolique qui vient agir sur, pourquoi pas, la première ou la deuxième enzyme de la voie métabolique. C'est tout ce que je vous dirais pour cette inhibition par excès de produit. Et pour terminer, une inhibition irréversible, autrement appelée inhibition suicide. Alors ça paraît complètement farfelu, mais pour autant c'est très important. Alors là encore, ces inhibiteurs suicides sont des analogues structuraux. C'est exactement comme les compétitifs, c'est des molécules qui ressemblent. Elles ressemblent au substrat. Donc les enzymes vont les prendre pour les substrats et vont les mettre dans leur site actif. Alors là on se dit, dans ce cas-là c'est de l'inhibition compétitive. Eh bien non, pas tout à fait, parce qu'on va voir qu'il y a une petite différence. Donc comme l'inhibiteur suicide ressemble au substrat, eh bien la catalyse débute sur l'inhibiteur suicide. Donc l'enzyme attrape l'inhibiteur suicide et ça forme un complexe intermédiaire, mais le complexe est covalent, c'est-à-dire qu'il y a une liaison qui se forme entre le site actif de l'enzyme et l'inhibiteur suicide. Petit problème, cette formation de liaison est irréversible. C'est-à-dire que c'est comme si vous marchiez dans la rue sur un chewing-gum et que vous essayez d'enlever le chewing-gum et qu'il ne veut jamais s'enlever. Et que vous vous retrouvez avec une chaussure qui a toujours un chewing-gum collé. Ben là, c'est pareil. L'enzyme, elle va coller l'inhibiteur suicide et elle ne pourra pas s'en débarrasser. Autrement dit, le site actif est occupé par l'inhibiteur. Et le substrat ne peut plus venir. Donc l'enzyme est foutue. Alors, conséquence, diminution de la quantité totale d'enzymes libres fonctionnelles. Donc, il n'y a plus aucune enzyme libre qui peut attraper un substrat, puisqu'elles sont toutes occupées par l'inhibiteur suicide. D'où on a une chute du Vmax. Alors, c'est ça qui est incroyable. On a un analogue structural comme dans une inhibition compétitive, mais on se retrouve avec une chute du Vmax comme dans le non compétitif. D'accord? C'est une petite caractéristique. Alors, des exemples connus, mais très importants d'inhibiteurs irréversibles. Vous avez l'aspirine, qui est l'acétylsalicylate, qui est un inhibiteur suicide, qui va agir sur cette enzyme qui est la cyclooxygénase et qui va empêcher la synthèse de prostaglandines, qui sont des signaux d'inflammation. Donc l'aspirine va inhiber totalement cette enzyme de manière à empêcher cette enzyme de fonctionner. Donc c'est de manière irréversible. Ça veut dire que la cellule sera obligée de reproduire de nouvelles enzymes si elle veut de nouveau faire de l'inflammation. L'exemple que vous devez vraiment connaître, c'est celui-ci, parce que c'est un rapport avec la microbio, c'est la pénicilline. C'est une molécule suicide, puisqu'elle ressemble à une molécule, c'est un analogue structural d'un dimère d'acide aminé, de D-alanine. Je vous renvoie donc à votre cours de microbio. Dans la biosynthèse du peptidoglycane, c'est-à-dire de la paroi bactérienne, il y a des ponts interpeptidiques entre les chaînes NAMNAG. Vous vous rappelez les chaînes NAMNAG, les polymères NAMNAG, il y a des ponts interpeptidiques de tétramères d'acide aminé. Et dans ce tétramère, vous avez un dimère de D-alanine. Et il se trouve que la pénicilline, elle ressemble à ce dimère de D-alanine. Par conséquent, la pénicilline va venir dans le site actif de ces enzymes qui synthétisent le peptidoglycane, notamment des transpeptidases. Et elle va donc bloquer ces enzymes. Donc c'est très important.
ces enzymes qui permettaient la synthèse du peptidoglycane ne pourront plus du tout fonctionner. Et ça veut dire que quand une bactérie qui est en croissance, elle grandit, donc elle produit du niveau peptidoglycane, donc elle crée des trous dans son peptidoglycane pour tricoter à nouveau du niveau peptidoglycane. Elle a besoin de cette enzyme, la transpeptidase. Or, la pénicilline vient toutes les bloquer et la bactérie se retrouve donc avec des trous dans sa paroi. Et bien évidemment, elle ne pourra pas survivre au changement osmotique et elle va finir par éclater. Donc voilà un exemple d'inhibiteur suicide qu'il faut absolument connaître. Et puis il y a des cas il existe donc d'autres inhibiteurs suicides, ce sont les gaz de combat qui, eux, par exemple, vont agir sur l'acétylcholinestérase, dont on a parlé tout à l'heure, mais les inhibiteurs que je vous ai parlé tout à l'heure de l'acétylcholinestérase étaient réversibles. Ici, pour les gaz de combat, c'est des inhibiteurs irréversibles, donc ils vont conduire à la mort des soldats, tout simplement. D'accord ? Avec arrêt respiratoire ou arrêt cardiaque. Voilà, donc je vous ai parlé de toutes ces inhibitions. Dernier cas, dernière notion, les effecteurs allostériques. Alors, on va parler des activateurs et des inhibiteurs allostériques. Alors, qu'est-ce que des activateurs allostériques? Eh bien, ici, vous avez une représentation d'une enzyme avec des sites actifs et puis des sous-unités. Ici, par exemple, on a un tétramère. On nous dit que l'enzyme est allostérique. Elle a 4 sous-unités. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette enzyme, avec ses sites actifs, elle peut changer de forme. Ici, c'est la forme active, et les tétramères peuvent changer de configuration spatiale pour aboutir à une forme inactive. Si vous comparez les deux formes, vous remarquez que le site actif devient fermé. D'accord? Donc, l'enzyme oscille entre une forme active et une forme inactive. Et puis, il y a des sites allostériques pour des activateurs allostériques. Ces activateurs vont venir, par exemple, se fixer, non pas sur les sites actifs, mais sur un site allostérique, et ils vont venir conforter la forme active. Donc la forme active va être stabilisée. D'accord? Donc ça, c'est un activateur allostérique. Dans le même ordre d'idée, il existe aussi des inhibiteurs allostériques qui, eux, au lieu de se fixer sur des sites activateurs, vont venir se fixer sur des sites inhibiteurs et vont venir conforter la forme inactive. Donc la forme inactive va être stabilisée. Donc ici, vous avez non plus des inhibiteurs, on est en train de parler d'une enzyme allostérique avec justement stabilisation soit de la forme active de l'enzyme, soit de la forme inactive par ces activateurs et inhibiteurs allostériques. Et puis, autre notion à bien connaître, c'est cette courbe. Alors, ce que l'on observe ici, on va plutôt regarder ici, c'est la vitesse en fonction de la concentration en substrat. Donc on se dit qu'on est sur un Michaelis-Menten. Voici la courbe classique que l'on obtient en Michaelis-Menten. On a une courbe en forme d'hyperbole. Eh bien, il se trouve que les enzymes allostériques, donc ici, là, j'étais en train de vous parler d'une enzyme allostérique avec des inhibiteurs ou des activateurs allostériques, eh bien, elles ont une courbe tout autre. On dit que ces enzymes ne répondent pas au modèle michaélien. Ils répondent à un autre modèle qu'on appelle un modèle allostérique. Donc c'est un modèle mathématique qui est tout autre. Et qu'est-ce que l'on remarque? Eh bien, on remarque que quand la concentration augmente, eh bien l'activité ne démarre pas. Et il faut rajouter du substrat pour que enfin elle démarre. Et ce que vous repérez, c'est qu'elle ne démarre pas progressivement, elle démarre d'un coup, très rapidement. Donc, il faut attendre une certaine quantité de substrat pour que ça démarre d'un coup. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est tout simplement ce que l'on voit ici. C'est-à-dire que au départ, l'enzyme a une forme quelque peu inactive, et quand le substrat arrive, il se fixe sur un des sites actifs, et ça induit des modifications de conformation sur les autres protomères de l'enzyme allostérique. C'est-à-dire que les autres protomères qui avaient un site fermé vont commencer à s'ouvrir. Alors là, pour le coup, sur cette figure, on vous a ouvert les 4 sites. Dès que le substrat s'est fixé, ça a ouvert les autres. Il y a des enzymes qui, quand on fixe un substrat, ça ouvre un deuxième site actif.
mais les autres sont fermés. Il faut donc un deuxième substrat pour que ça ouvre le troisième, et un troisième substrat pour que ça ouvre le quatrième. Donc vous avez ce qu'on appelle un effet coopératif, et c'est ce que l'on voit ici, c'est-à-dire il y a une coopérativité qui fait que petit à petit, quand vous allez rajouter du substrat, tout à coup, l'activité enzymatique va démarrer de manière brusque. Donc c'est l'effet de coopérativité, c'est typiquement ce que l'on observe avec une enzyme allostérique. Donc voilà, on a vu beaucoup de choses sur les activateurs et les inhibiteurs. Vous avez peut-être sans doute plein de questions. J'attends de vous que vous connaissiez bien ce cours, vous l'ayez bien compris. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Et surtout, je vais vous mettre, associé à ce cours en vidéo, je vais vous mettre une petite interrogation QCM. Il faut que tous vous fassiez cette petite interrogation. Vous serez donc évalués. Voilà, je vous dis donc à bientôt pour un prochain cours.